Alors, je suis arrivé par le biais de mon papa. Il faisait du squash depuis 6 mois, 1 an à l'US Créteil. Moi, je faisais du foot, ça faisait depuis l'âge de 6 ans, je faisais du foot. Je faisais du handball également à la même époque. Euh, donc que des sports co. J'avais fait un petit peu de judo et de lutte. Et j'ai été essayé, ça m'a plu. J'ai pratiqué un petit peu avec lui. Et puis, par la suite, j'ai pris des cours, une initiation avec l'entraîneur national féminin d'aujourd'hui, c'est-à-dire Philippe Signoret. Et voilà, donc j'ai accroché, j'ai fait partie des premiers jeunes de l'école de squash de Créteil, de l'US Créteil. Voilà, j'étais amené à faire quelques compétitions. Philippe m'a emmené à Champigny dans le club qui encadrait beaucoup à l'époque. Et puis j'ai fait des compétitions régionales et puis ça m'a plu en fait tout de suite. En fait, ça a été ouais, très simple. Hein. Moi, j'ai commencé assez tardivement, on va dire, le squash. Donc du coup, à l'époque, il y avait déjà dans ma catégorie d'âge, il y avait Renan Lavigne, il y avait Christophe Montagny à l'époque qui était encore un peu plus fort. Il y avait déjà Thierry Lincou qui pointait le bout de son nez. Il y avait Laurent Henriani. Enfin, il y avait des sacrées pointures qui étaient déjà là. Moi, j'étais derrière. Euh, je me suis vite rendu compte que je n'aurais pas le niveau pour pouvoir faire une carrière professionnelle. Là, j'avais pas le niveau pour être un top player. Donc, du coup, je me suis rapidement orienté vers l'enseignement parce que je me suis dit, voilà, ça me plaît. Déjà, ça me plaisait déjà. De travailler avec des jeunes me plaisait plus particulièrement. Plutôt que de donner des cours adultes. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis orienté vers l'enseignement plutôt que vers le jeu. J'avais pas le niveau nécessaire, même si lorsque je suis parti, j'avais battu des joueurs dans le top 10. Euh, ben voilà, j'avais fait finale contre Greg Gauthier au California Series. Ça ça suffisait pas pour pouvoir vivre du squash en fait. Je ne pouvais pas être un clochard du squash. L'enseignement du squash, bah, ça s'est fait progressivement en fait. J'intervenais un petit peu euh, avec l'école de squash des plus petits quand Philippe m'entraînait. Bah, certaines fois, j'intervenais à Créteil, à l'US Créteil dans un premier temps. Ensuite, j'ai encadré lors d'un stage en Guyane d'ailleurs avec Philippe. J'ai encadré un groupe d'adultes. Ouais, j'avais déjà 17 ans. Ouais, 17 ans. J'avais passé mon BF1, enfin, l'équivalent du BF1, c'était le premier degré d'éducateur. On pouvait faire à 16 ans à l'époque. Et donc j'avais passé ça et j'étais en Guyane, à Cayenne. On a fait un stage avec Philippe, j'encadrais donc des adultes. Par la suite, dernière année de lycée, j'encadrais également des cours à Verrières-le-Buisson, où je m'occupais d'un CE, plus des entraînements d'équipe le soir, le lundi soir. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, après, j'étais à Saint-Maur. Je suis parti de Créteil, j'étais à Saint-Maur. Après, à la suite de mon armée, en fait, j'ai fait le service militaire. Et j'étais embauché au club de squash de Saint-Maur, où là, j'ai créé mon école de squash, la première école de squash que j'ai réellement créée, avec il y avait des plus petits, et il y avait aussi des adolescents, dont toi, Nico. Hein. Et voilà, donc après, pareil, j'ai essayé de développer ça un maximum, c'était mercredi après-midi. J'ai essayé d'emmener les jeunes un maximum en compétition, pareil, si on pouvait faire des compétitions régionales, ben, on essayait d'y aller, et voilà, ça avait bien tourné jusqu'au moment où je suis parti en Guyane, 99, en 1999, où là, je suis parti en Guyane pour un poste au Tennis Squash Club de Kourou, par le biais d'un contrat emploi jeune à l'époque, qui était aidé sur 5 ans, qui permettait à l'association de pouvoir avoir très peu de charges et très peu à payer. En fait, le salaire était quasiment pris en charge par l'État sur 5 ans complets, et ce qui m'a permis de pérenniser l'emploi. J'avais 5 ans pour faire en sorte que mon emploi soit terrain, euh, de, avec mon activité en fait. Et donc c'est ce que j'ai réussi à faire. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que j'y suis, donc voilà, ça fonctionne bien. Alors le squash, selon moi, le squash déjà c'est un sport qui se pratique on défend et on attaque dans le même espace. C'est assez spécifique, c'est le seul sport de raquette qui est comme ça. Euh, et moi, c'est ce qui m'a un petit peu plu au début, c'est ce rapport un peu physique. Moi, je venais du handball notamment, où j'ai fait pas mal de hand, et ce rapport, cette proximité avec mon adversaire ne me gênait pas, même si je jouais avec des adultes, parce qu'à l'époque, on pouvait même jouer avec des adultes euh, en ayant 14 ans. Et ça ne me gênait pas, ça me plaisait plutôt. Maintenant, la vision du squash que j'ai, c'est que c'est, il faut arriver à mettre en difficulté, à marquer bien sur le point. D'accord, c'est la première des choses. Et pour ça, il faut arriver à mettre en difficulté son adversaire.
sur chaque coup. Essayez de faire en sorte que sur chaque coup, votre adversaire soit en difficulté. Ne pas avoir de coup d'attente. Trop souvent, des fois, on voit ça. Malheureusement, à haut niveau, on voit bien que même une parallèle, si vous la laissez passer, elle ne rebondira pas avant la vitre arrière. Donc, elle reviendra pas avant la vitre arrière. Donc, du coup, vous êtes obligé d'être hyper rapide et tous les coups doivent faire mal à votre adversaire. Ce qui n'est pas tout le temps possible, malheureusement. Mais pour moi, c'est ça. Essayez de faire en sorte que chaque coup que vous allez faire mette en difficulté votre adversaire. Le où, quand, comment, c'est, je sais plus qui est-ce qui a dit ça. C'est Philippe, voilà, Philippe. C'est exactement ça. Moi, ce qui me frappe quand je vois certains joueurs dans les tournois européens, c'est vraiment la différence où je vois les meilleurs joueurs, et notamment les Anglais, qui sont très très forts là-dessus, sur faire le bon choix dans le coup, dans la zone de frappe et dans le timing de frappe. Savoir si c'est et c'est très souvent comme ça. J'avoue que nous, nos joueurs, il n'y a pas que les nôtres bien sûr, mais ont un petit peu plus de mal à faire ça. Les Anglais là-dessus, ils sont vraiment des fois cliniques. Quoi. Il y a, ne laisse aucune chance. Après, il y a aussi une culture à l'entraînement. Je pense que moi, j'ai jamais eu la chance d'aller en Angleterre voir les Anglais s'entraîner, mais je les ai déjà vus faire des practices lors des tournois internationaux. Je vois que la rigueur, elle est complètement différente. Moi, j'ai déjà vu des super joueurs faire du practice solo ou faire du practice à deux et l'implication, l'intention et la rigueur qu'ils mettaient dans chaque frappe de balle, dans chaque intention de mettre la balle dans la cible, etc., elle était là. Ils sont peut-être plus rigoureux. C'est aussi peut-être dû à leur mentalité, à leur état d'esprit. Voilà, que nous, on est un petit peu plus latin, on est un peu plus. Voilà. Alors, une bonne école de squash, selon moi, c'est une école de squash qui a d'abord et avant tout un éducateur ou un entraîneur ou un entraîneur qui aime travailler avec les enfants. D'accord. C'est primordial. C'est-à-dire que si on peut être un très très bon entraîneur, mais ne pas pouvoir encadrer une école de squash correctement parce que on n'aime pas les enfants ou on n'a pas la fibre. Voilà, il faut avoir la fibre pédagogique pour pouvoir encadrer les enfants. C'est vraiment spécifique. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est une école de squash qui est structurée. Aujourd'hui, la Fédération française de squash a structurer les écoles de squash aide à ça, avec ça va du mini bronze jusqu'à la balle double point jaune. J'avoue que moi-même, dans mon école de squash, pour les plus grands et surtout c'est pour les valoriser, j'ai rajouté raquette de bronze, raquette d'argent, raquette d'or. Mais après, c'est juste pour un petit peu permettre lors de la remise des diplômes, puisque tous les ans, à la fin de l'année, je rassemble tous les jeunes de l'école de squash une après-midi, où je fais la remise des diplômes et des médailles et des pins devant tous les parents. On fait une fête avec cette remise et tous les enfants de l'école de squash sont là. Donc pour pouvoir valoriser les tout meilleurs qui font les tournois européens, qui ont déjà le double point jaune depuis l'âge de 12 ans ou 13 ans, c'est vrai que j'ai mis la raquette de bronze, raquette d'argent, raquette d'or. Et ça, c'est primordial. Donc déjà, qu'elle soit structurée. Alors souvent, moi ce que j'ai, c'est que j'ai 80 gamins à l'école de squash. Cette année, là, je tourne entre 80 et 100. Cette année, j'ai diminué un petit peu parce que je prends plus de groupes sur 2 heures, sur deux fois une heure. Donc, du coup, j'ai diminué un petit peu le nombre d'enfants que je prenais pour faire un petit peu plus de, de cours. Ce qu'il faut, c'est arriver à structurer son école de squash par groupe. Alors, plutôt d'âge, je pense, au début, que les mini de bronze, je peux pas mettre même si il y a des débutants, je peux mettre un enfant de 4-5 ans avec un enfant de 10 ans. Parce que déjà, il n'y aura pas d'interrelation entre eux. Et puis, c'est des caractéristiques physiques différentes également. Voilà. Donc, je fais des groupes de niveau et d'âge au départ. Après, à partir d'un certain âge, je peux effectivement mettre des enfants de 14 ans avec des enfants de 10 ans ou de 11 ans si le niveau correspond. Mais chez les plus petits, je pense qu'il faut sectionner par âge. Voilà. Alors, ce qui fait que le club a obtenu la label 5 étoiles, c'est que ça fait déjà 20 ans que j'ai créé cette école de squash. Moi, quand j'ai commencé, je suis arrivé à Kourou, il y avait 0 jeune. Enfin, il y avait une jeune qui s'appelait Caroline Venet, qui était dans les toutes meilleures françaises. C'était la seule jeune de l'école de squash. Et, et à partir de ce moment-là, moi, j'ai structuré l'école de squash. J'ai été chercher des jeunes dans les écoles, j'ai fait de la pub. Et bien sûr, le bouche à oreille a fait que d'année en année, l'école de squash a grandi.
La première année, j'avais peut-être, je suis arrivé en avril 99. À la rentrée, je pense que je devais avoir une vingtaine de gamins déjà. Là, c'était plutôt les gamins des joueurs de squash du club. Et le bouche à oreille a marché. La deuxième année, j'en avais une cinquantaine. La troisième, j'en avais 80. Et je me suis trouvé très rapidement entre 100 et entre 90 et 100 gamins à l'école de squash parce que j'espère c'était qualitatif et le bouche à oreille marchait bien. Donc c'est la pérennité en fait, c'est la continuité dans le travail, c'est la structuration de l'école, c'est le fait que l'école de squash soit structurée et qu'elle dure dans le temps. D'accord. De toute façon, on ne peut pas arriver label 5 étoiles, puisque dans le label 5 étoiles, il faut avoir des sportifs de haut niveau. Là, il faut bien prendre conscience que, et ça c'est pour les nouveaux entraîneurs et pour les jeunes entraîneurs, on ne peut pas arriver dans le squash et se dire bah, je vais tout de suite aller entraîner des champions. D'accord. Les champions, il faut les former. Moi, tous ceux que j'ai eu comme champions, et ben, ils ont commencé au mini squash ou ils ont commencé assez tôt. Donc, je suis pas arrivé avec mon école de squash en me disant, bah, je vais faire des champions. Non, je vais d'abord faire de la masse. Et avec cette masse, je vais pouvoir sortir certains compétiteurs de haut niveau, voire très haut niveau. D'accord. Donc, aujourd'hui, la plus connue, pour l'instant, c'est Mélissa Alves avec les résultats qu'elle a récemment. Mais des titres de champion de France ou des titres dans les tournois européens, on en a eu plusieurs. Euh, et voilà. Mais par contre, ils ont été formés dès l'âge de 4-5 ans. Et ces jeunes-là, c'est pour ça que le mini squash c'est super important. C'est pour ça que c'est primordial pour moi. Pareil, il faut le développer. Il faudrait faire au niveau fédéral, accentuer, mettre l'accent sur le développement du mini squash, développement des écoles de squash, aider un maximum le développement de ça et aider les éducateurs à mettre en place ces écoles de squash correctement. Parce qu'il y a plein de moyens de mettre en place ces écoles de squash. Moi, par exemple, au club de squash de Kourou, j'ai tous les jours, du lundi au vendredi, ils terminent l'école, donc les gamins terminent l'école à 15h45. À 16h, de 16h à 17h, j'ai un groupe de mini squash ou d'école de squash. Et de 17h à 18h, j'ai un deuxième groupe. Sachant que le pôle, j'ai de 14h à 16h. Euh, et le mercredi, ils n'ont pas de classe, donc on fait 9h midi, 14h, 18h avec l'école de squash. Voilà, donc il y a des moyens d'avoir des groupes après l'école en semaine. Il n'y a pas que le mercredi et que le samedi qui existent. En semaine, on peut attirer les jeunes à l'école de squash, on peut les attirer les jeunes dans les clubs. En plus, ce sont les heures creuses pour les clubs la plupart du temps. Donc voilà, il faut pousser à ce que les jeunes pratiquent un maximum et même en semaine. Ils viennent pas qu'une fois dans la semaine. Si on a un jeune qui vient à l'école de squash une fois dans la semaine, c'est très bien qu'il va pas progresser rapidement dans le squash et qu'il va pas peut-être même pas continuer parce que s'il vient qu'une seule fois, souvent c'est parce que il vient faire du sport parce que papa et maman lui ont dit de faire du sport. Donc ça faut faire en sorte que les enfants que vous avez fassent fassent du squash une pratique régulière en plus de leurs cours. Alors, c'est comme je disais au tout début, souvent c'est au début, ce sont des joueurs du club qui emmènent leurs enfants, et après c'est du bouche à oreille tout simplement. C'est-à-dire que si tu arrives à capter ces enfants-là, si tu arrives à les faire en sorte qu'ils s'amusent sur le cours, la première chose à faire, c'est qu'ils s'amusent sur le cours, c'est qu'ils sortent du cours, qu'ils aient la banane, qu'ils aient l'impression d'avoir fait plein de jeux, bien évidemment, qui sont un petit peu spécifiques au squash, mais qu'ils aient l'impression de s'être amusés pendant 1 heure, 45 minutes en fonction de ce que vous faites comme durée de séance. Mais il faut qu'ils aient l'impression d'avoir joué, en fait. D'avoir joué. Les parents, quand ils sortent du cours, il faut que le gamin, quand il sort du cours, il aille voir ses parents et qu'il ait la banane. Voilà, ça c'est le truc primordial. Et donc, si tu arrives à faire ça, ben derrière, tu vas avoir les parents qui vont en parler aux copains, aux amis, le gamin qui va en parler à ses copains, et puis tu vas avoir d'autres enfants. Le bouche à oreille va faire en sorte simplement que ça va venir. Après, l'autre possibilité, c'est aussi d'aller dans les écoles et, et de proposer un cycle ou proposer une séance d'initiation. Et peut-être que sur 25 élèves que tu vas avoir, tu en auras peut-être un ou deux qui viendront essayer le squash, ou qui viendront s'inscrire au club. Alors c'est pas beaucoup, un ou deux, mais si euh, tu fais plusieurs initiations dans les écoles, eh ben ça peut vite faire grimper ton école de squash. Sur ce que je vais apporter aux gamins, c'est juste le fait de leur dire que ils ont 4-5 ans déjà, les parents ils veulent principalement que leur enfant il se fasse plaisir et qu'il soit bien encadré. C'est pour ça que c'est la qualité de l'encadrement est hyper importante. C'est pour ça que je dis qu'une personne qui encadre une école de squash doit aimer ce qu'il fait,
parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, si on n'aime pas encadrer des enfants, la passion, on va pas réussir à la transmettre. Et donc du coup, moi, ce que je mets en avant simplement, c'est que je dis que on va faire des parcours de motricité, ils auront une raquette adaptée à leur taille, on va jouer avec des balles adaptées, parce qu'il y a des parents qui savent pas du tout, hein, ils viennent, ils se disent le squash c'est violent, ça tape fort, machin. Non, déjà tu les rassures en leur disant on va jouer avec des balles en mousse, on va jouer avec des petites raquettes, tu leur montres le matériel. Si tu fais tout ça, si tu leur montres les cerceaux, tous les outils pédagogiques qu'on a, les exercices qu'on peut faire, et la meilleure pub que tu peux avoir, c'est de leur proposer de venir faire une séance avec leur enfant gratuitement. Ils viennent, ils essayent. Si ça marche, si tu arrives si t'es bon, tu arrives à le capter et tu vas le garder. Dans un premier temps, en fait, c'est comme je le dis, c'est la masse qui a fait qu'on a réussi à sortir des jeunes, des jeunes qui ont pu faire des compétitions en métropole, qui ont pu avoir des résultats significatifs en métropole, aussi bien nationaux que internationaux. Et du coup, dans un premier temps, on a créé une section sportive. Tout début, c'était une section sportive. En 2001, c'était une section sportive qui a été créée avec un collège. Et donc là, ça dépend de l'éducation nationale. Et assez rapidement, au bout de 4 ans, il y a eu la possibilité de créer un pôle en Guyane. Et donc cette section sportive s'est arrêtée et on a transféré ça avec le pôle. Allez, au tout début, ça suffisait pour entraîner certains jeunes. En plus, pour avoir plus de créneaux horaires, c'était très bien. Maintenant, si on veut faire du très très haut niveau, de la haute performance, il faut vraiment que ça soit quotidien. Là, aujourd'hui, le pôle espoir me permet d'avoir une, un entraînement quotidien avec les meilleurs. Là. Et voilà, mais c'est vraiment l'école de squash du tennis squash club de Kourou qui a amené les meilleurs jeunes au pôle espoir. Déjà, un entraîneur, il faut qu'il soit passionné par le squash, c'est sa passion, et qu'il ait envie de transmettre sa passion à ses élèves. Ça, c'est le truc primordial, c'est le principal. Passionné par le squash, déjà passionné par le squash. Moi, au départ, c'est devenu mon métier, mais c'était ma passion. Moi, je regardais tous les tournois, tous les résultats de tournois, maintenant toutes les vidéos. À l'époque, c'était des vidéos cassettes parce que je suis assez vieux. Maintenant, c'est sur streaming. Enfin bon, voilà, c'est sa vie, quoi. C'est comme un passionné de football. Enfin, voilà, faut être passionné. Je pense qu'il faut être passionné pour pouvoir transmettre correctement et donner l'envie à ses élèves de d'aimer le squash. Il faut être à l'écoute et pour moi, un entraîneur, il doit être au service de la progression de son athlète. Et il doit mettre tout en œuvre pour mettre son athlète dans les meilleures conditions en compétition. Donc, il faut être réactif et adaptable par rapport à ce qu'on voit en compétition, à ce qu'on voit par rapport aux adversaires, à ce qu'on voit par rapport à son joueur, à son athlète. Et il faut tout mettre en place pour qu'il soit plus performant à la prochaine compétition. Oui, voilà, c'est ça, c'est arriver à s'appuyer sur ces niveaux de balle pour faire progresser tes joueurs. Maintenant, après, ne pas rester non plus dans un carcan. Ça, c'est une trame, c'est une première trame. Les niveaux de balle, c'est une première trame. Après, à toi de trouver des exercices, des, euh, des façons d'évoluer qui te permettent de faire progresser tes jeunes en fonction du public que tu as, en fonction des jeunes que tu as. En fait, parce que tu vas avoir plusieurs groupes, tu vas avoir des groupes qui vont être peut-être des joueurs plus tournés vers la compétition, des joueurs plus tournés vers le loisir. Donc voilà, il faut arriver à s'adapter. Encore une fois, l'entraîneur, il doit s'adapter au public qu'il a. Moi, quand j'ai des enfants de 4-5 ans, je suis pas du tout pareil quand j'ai des enfants de 13, 14, 15 qui font de la compétition et qui veulent faire du haut niveau. Voilà. Au tout début, ça va être l'œil un petit peu du maquignon, on va dire, qui regarde les élèves. Et puis, ben, oui, quand on en voit un, on se dit, tiens, lui je vais pas le lâcher, je vais le prendre, tiens, lui, il est intéressant. Voilà, ça, c'est sûr que ça, c'est au feeling, c'est au feeling. Hein. Mais bon, à un moment donné, quand on trouve quelqu'un, on voit quelqu'un qui a un potentiel, là, faut s'investir dessus. Quel que soit les moyens que vous avez, il faut mettre un petit peu plus faut passer un peu plus de temps avec eux. Donc, ce que je mets en œuvre, c'est que je vais les prendre plus, je vais les amener à faire plus de séances, je vais leur proposer avec leur famille, déjà je vais proposer à l'athlète, savoir s'il est intéressé à s'entraîner plus, donc je vais essayer de lui proposer, s'ils faisaient que 2 séances, c'est une troisième séance, puis une quatrième, puis une cinquième, quand ils sont vraiment dans la démarche du pôle. Euh,
faire un travail individuel également avec eux, les emmener vers la compétition et après essayer de leur donner goût à la compétition dans un premier temps, mais et après les emmener en métropole, faire les tournois, etc. Alors les jeunes à fort potentiel, les critères. Alors combativité. Moi je regarde si le gamin il se bat sur le court, s'il s'arrache, si, s'il est combatif. Déjà c'est un gros critère. Ensuite, il va y avoir le critère euh, de coordination, savoir comment il est, s'il se situe bien, s'il bouge bien sur le court. Et puis, un des critères primordiaux, c'est s'il voit bien la balle, prise d'information, traitement de l'information et réponse adaptée à, à la situation. Il y a des critères comme je le dis, la combativité, le cognitif, la prise d'information et traitement, euh, et la coordination, mais il y a aussi la capacité à travailler et je sais pas si on dit ça, ça dit, la travaillabilité, des personnes qui arrivent à progresser grâce à leur travail en fait. Ça c'est hyper important. Il n'y a pas que le talent qui compte, parce que on sait tous que des joueurs qui sont très talentueux, qui n'ont pas de confrontation ou qui ne se mettent pas dans le travail à un moment donné, ou suffisamment tôt, eh ben, ils vont passer à côté de leur carrière. L'encadrement familial est hyper important. Typiquement, j'ai donné l'exemple de Pierre-Louis Riff, de Pilou, là, que tout le monde connaissait à l'époque, qui était très bon, qui aurait pu être un top joueur aujourd'hui, qui a été 5, je crois, au British Open, en moins de 13, qui avait une grosse combativité, qui avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir être un très bon joueur. Mais à un moment donné, ses parents ont dit stop parce qu'ils estimaient que c'était trop dur pour lui, que c'était trop dur pour eux, et que, quoi qu'il en soit, il ne gagnerait pas sa vie en faisant du squash. Donc, du coup, ils l'ont orienté plus vers les études. Il réussit très bien, voilà, mais ça, c'est vrai que c'est primordial. Si on n'a pas à un moment donné, et ça vient plus tard, si on n'a pas le soutien familial, à un moment donné, ça peut pas fonctionner. L'entraîneur, j'ai envie de dire, il est obligé de faire un petit peu de préparation mentale, de, d'intervenir avec ses athlètes au niveau mental pour les préparer à des compétitions, pour les préparer notamment sur les attaques de match, sur l'avant-match, euh, comment préparer un match. Ça peut être pour certains, ça peut être la partie, c'est la mise en place d'une routine d'avant-match. En fait, cette mise en place de routine, je l'aborde assez rapidement parce que dès qu'on va à un championnat de France, par exemple, donc, je commence à les préparer là-dessus parce que ils vont arriver d'un tournoi de quartier entre guillemets à Kourou à un championnat de France directement. Ils ne seront pas passés par un circuit en Guyane. On n'a pas la chance de pouvoir participer à des circuits comme le tournoi des trois régions, le circuit Caracal, voilà. Donc du coup, faut bien comprendre que les gamins ils vont passer d'un tournoi de club presque à un tournoi niveau championnat de France national. Rapidement dans l'école, déjà dans l'école de squash, on va dire même au mini squash, on va faire par le biais de différents jeux, on va commencer à travailler un petit peu la préparation physique sur des jeux comme la cueillette, où on va même travailler un petit peu même le déplacement spécifique. En fait, c'est très progressif, petit à petit. Et quand on arrive au pôle, aujourd'hui, les jeunes du pôle ont une séance le lundi d'1h30 avec un club d'athlétisme. Donc là, on est sur du hors cours. Par exemple, Anna Munoz, elle s'entraîne tous les jours. Et des fois, elle a 2 entraînements. Par exemple, le lundi, elle a une séance indiv avec moi, plus la séance d'athlé, enfin de préparation physique générale, on va dire. Euh, donc après. Et ensuite, une séance, le mercredi, ils ont une séance de 40 minutes de renforcement musculaire, un circuit training, euh, et ensuite une PMAS, une PMA spécifique le vendredi. Parce qu'en Guyane, c'est spécifique, c'est vraiment très spécifique. Euh, les jeunes peuvent rentrer au pôle à l'âge en 5, 6e, 5e, euh, et après ils vont partir souvent en 3e, seconde, maximum première, mais voilà, souvent ça part. Par exemple, Mathéo est parti en fin de 4e, donc là il est en 3e avec Aix-en-Provence. Donc c'est vrai qu'ils partent assez jeunes. Et donc les plus jeunes, moi dans un premier temps, je les intègre progressivement leur volume horaire. Je passe pas de 3 séances d'entraînement au club, par exemple, à 5 séances d'entraînement. Ce serait beaucoup trop. Et pour eux surtout pour eux au niveau mental en fait. Il faut penser aussi à ça. Ce qui est important, c'est qu'ils sont des jeunes et que le surentraînement, on est en,
moi, j'y fais très attention parce que ça peut vite arriver et des gamins qui viennent à l'entraînement et qui savent pas pourquoi ils viennent à l'entraînement, bah, j'en tirerai rien. Donc à un moment donné, moi, je préfère, dire stop à un enfant, on s'arrête, tu vas te reposer une semaine et ou en faire moins avec eux, mais faire mieux. De faire pas que du quantitatif, c'est pas l'idéal. Ce qui est important, c'est de faire du qualitatif. Donc faire peut-être moins, mais mieux, c'est très important. Déjà, avant toute chose, tu vas faire dans ta planification, tu vas mettre tu vas déterminer des objectifs avec tes athlètes, des compétitions que tu vas mettre. Alors, il y a des objectifs mineurs, entre guillemets, et des objectifs majeurs. Euh, En fait, tu vas avoir des objectifs majeurs. Par exemple, le championnat de France, euh, si j'ai un moins de 15 ans, l'objectif majeur va être le championnat de France moins de 15 fin décembre. Donc on va dire de septembre, alors, pour une école de squash. Pour le pôle, par exemple, ils commencent l'entraînement dès l'été. La préparation physique générale, ils la font dès, euh, dès début août, la première semaine d'août, voire deuxième semaine d'août maximum. Ils commencent une préparation physique générale pendant l'été. Ils ont un programme qu'ils doivent mettre en place. Et ensuite, eh ben, on va de septembre à décembre planifier des compétitions qui vont nous permettre d'arriver à amener l'athlète au top niveau de sa forme pour la compétition championnat de France moins de 15 si c'est l'objectif. Au début de saison, on va plutôt travailler sur de la régularité, sur des basiques, on va dire, voilà, ça, sur des basiques, euh, sur les fondamentaux du squash, des cibles fond de cours, tout ce qui est tout ce sur quoi l'athlète, quand il est en difficulté, peut revenir s'appuyer. Euh, et moi, ce que je fais, et c'est là où c'est important, c'est arriver à être adaptable. En fait, l'adaptabilité de l'entraîneur est hyper importante. C'est-à-dire que moi, à l'issue d'une première compétition, je vais faire un bilan de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, et et refaire pour partir sur un nouveau cycle. Je fais pas euh, je peux pas faire un programme, par exemple, de septembre. En septembre, je peux pas me dire, bah tiens, je vais faire un programme de septembre jusqu'en juin, et puis je vais faire ça. J'ai décidé de faire, bah, on va dire, je vais dire n'importe quoi, hein, des longueurs, des travails sur la régularité fond de cours de septembre à octobre. De novembre à décembre, je vais travailler les volets. Au mois de janvier, je vais travailler les doubles murs. Au mois de février, je vais travailler euh, les croisés. Enfin voilà, ça, on peut pas le faire parce que il faut absolument être réactif après chaque compétition, faire un bilan de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, et repartir sur un nouveau travail en fait. Alors moi c'est très compliqué parce que je suis en Guyane, donc je suis isolé, complètement isolé. Après moi ma formation personnelle, bah, je vais beaucoup sur internet, je vois beaucoup je regarde sur des forums, sur des sites, je regarde beaucoup de vidéos de squash et ma première formation personnelle, c'est le fait de se déplacer en métropole pour les compétitions. C'est sûr que si depuis 20 ans j'étais resté dans mon club avec les connaissances que j'avais, eh ben j'évoluerais pas. En fait. Donc moi, sur chaque déplacement, j'apprends, je regarde, je vois ce qui se passe, je vois comment le squash évolue, et c'est pour ça que je dis on doit être, on doit s'adapter et on doit faire en sorte de s'adapter à ce qu'on voit, au nouveau squash et peut-être même d'innover des fois si on était précurseur, ça serait l'idéal. J'aimerais bien qu'on puisse faire des formations de recyclage. Par exemple, moi, j'ai passé le BE1 en 2000, le BE2, je ne sais plus, en 2005 ou 2006, je ne me rappelle plus. En candidat libre, j'ai passé. Et c'est vrai que j'aimerais bien, si demain, on pouvait refaire un recyclage avec les entraîneurs nationaux. Après, je pourrais sûrement, si je demande à Renan ou à Philippe ou à Yann d'aller dans un épaule sur une semaine, je pourrais le faire. Maintenant, après, c'est une question de temps aussi. Moi, je pars six fois dans l'année pour des déplacements professionnels en métropole. Donc, c'est-à-dire que 6 semaines dans l'année au minimum, je suis pas en Guyane pour l'école de squash, pour les cours. Des fois, ça tombe pendant les vacances scolaires, mais c'est sûr que euh, une formation ou des recyclages, je pense que ce serait intéressant, ou des regroupements avec les entraîneurs nationaux, voire fédéraux, ça serait intéressant. La suprématie égyptienne, elle est réelle. Savoir qu'il y a 20-30 ans, c'était les Pakistanais. Depuis 15 ans maintenant, c'est vrai que c'est les Égyptiens. C'est culturel, je pense, sur place. Moi, j'ai pas été en Égypte pour voir ce qui s'y passe, mais
ils sont avant toute chose une masse énorme. On ne peut pas comparer la France avec l'Égypte, dans le sens où déjà en France, on a très peu de clubs d'une dizaine de cours. En Égypte, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de clubs qui ont une dizaine de cours et qui ont quasiment les 10 cours mis à disposition pour des jeunes quasiment tout le temps, d'après ce que j'entends ou d'après ce qu'on peut me dire. Donc du coup, nous en France, on sait que déjà à partir de 18h dans un club, ça va être les adultes qui vont jouer. En Égypte, a priori, de 16h à 22h, c'est les enfants qui jouent. Donc tant qu'on ne laissera pas plus les jeunes jouer qu'on n'ait pas des grosses structures pour pouvoir donner des cours à des jeunes entre 18 et 20h en semaine, et ben ça va être compliqué. Après, ils ont aussi une masse qui est incroyable par rapport à nous. Et nous, pareil, on a envie de développer la masse. Tant qu'on ne fera pas de masse, tant qu'on ne fera pas de mini squash, tant qu'on ne développera pas nos écoles de squash, quand on voit qu'on a des écoles de squash qui tournent à, à 20, 30 gamins, ben c'est déjà bien, hein, mais malheureusement, je pense qu'on devrait avoir des écoles de squash qui devraient tourner à 100 gamins, c'est faisable. Il y en a qui ont ce nombre-là, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut y arriver, il faut le développer, faut que la fédération aide là-dessus, pousse là-dessus, fasse en sorte que les clubs aient l'envie de se structurer, de développer des écoles de squash. Il n'y a pas que la fédération qui est responsable. Les clubs de squash doivent aussi prendre conscience que avoir des jeunes dans le club, ça va amener des parents, ça va peut-être faire consommer, ça va peut-être faire, voilà, il n'y a pas que le fait de dire, oui, ben, ça va faire du bruit, ça va être embêtant. Non, c'est l'avenir. Les jeunes, c'est l'avenir. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrive à développer ça. Si on veut développer le squash en France, si on veut être concurrentiel avec l'Égypte, il faut qu'on développe la masse. Aujourd'hui, on s'en sort très bien parce que on a des exceptions extraordinaires comme Thierry Lincou, comme Greg Gauthier, comme Camille Serme, mais c'est peut-être les arbres qui cachent la forêt. Donc voilà, donc du coup, à un moment donné, faut qu'on arrive à avoir plus de Thierry Lincou, plus de Greg Gauthier, plus de Camille Serme. Voilà. Faut pas en avoir un de temps en temps qui cache la misère en fait. Après, c'est une question d'organisation. Il faut absolument que les clubs comprennent et que les entraîneurs, pareil, comprennent que après l'école jusqu'à 18h, ces créneaux-là, ils peuvent être utilisés. Il n'y a pas suffisamment d'écoles de squash. Je sais pas si la plupart des écoles de squash, elles tournent le mercredi matin, le mercredi après-midi, même pas. Je crois que, je sais même pas, tu vois, à La Rochelle, pour c'est une bonne école de squash, c'est 5 étoiles, je crois. Je crois qu'ils commencent à 13h. Je sais pas s'ils font cours le matin ou pas, à La Rochelle, mais enfin voilà. Faut utiliser le mercredi, c'est sûr, mais il n'y a pas que le mercredi, parce qu'on est en concurrence aussi le mercredi avec d'autres sports. Il va y avoir le tennis, il va y avoir le football, il va y avoir le basket, le handball, enfin plein de sports le mercredi. Donc si on arrive à caler, à se démarquer, à faire des cours le lundi, le mardi soir, après l'école, le jeudi, le vendredi, les parents sont friands de ça, parce qu'il faut occuper les enfants après l'école. Hein. Il n'y a pas que les devoirs, il n'y a pas que... À un moment donné, ils ont besoin de faire des activités extrascolaires, et ça, on s'en sert pas suffisamment.